Bonjour, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. Après la précédente où je vous ai exposé un peu le contenu du projet de loi relatif au dialogue social, je voudrais maintenant en venir à l'analyse du contenu de ce projet de loi qui concerne notamment les CHSCT et vous détailler 4 problématiques que ce projet est susceptible de soulever. La première problématique, c'est celle que j'intitule la problématique du choc de complexification, du moins la complexité que va induire cette loi. La deuxième problématique que soulève cette loi, c'est celle relative au cumul des mandats. La troisième problématique, c'est celle relative aux moyens qui sera donné demain aux institutions représentatives du personnel pour exercer véritablement leurs moyens. Et enfin, la dernière problématique, c'est celle du fait que les CHSCT seront dessaisis des prérogatives locales. Et donc, on va revenir sur un peu le sens des lois Auroux qui avaient été votées en 1982. Alors je vais passer en revue ces différentes problématiques et je vais commencer par celle relative à la complexité qu'introduit cette loi. Vous savez que dans tout projet de loi, il y a ce qu'on appelle un exposé des motifs. Et donc cet exposé des motifs ouvre la loi en présentant les attendus du gouvernement relatifs à cette loi. Et on peut noter, notamment en page 2 et en page 3, que les principaux attendus de cette loi, c'est de simplifier le fonctionnement des instances représentatives du personnel en faisant le constat qu'en France, comparativement aux autres pays européens qui sont bien plus compétitifs que nous, comme chacun le sait, eh bien ces pays-là ont modernisé leur dialogue social et surtout l'ont rationalisé, ont réduit le nombre d'instances, voilà, parce qu'en France, il y a trop d'heures de délégation, il y a trop d'élus, ils sont trop contestataires, et tout ça fonctionne mal et ne permet pas de déboucher sur des accords. L'idée, c'est donc de simplifier tout ça, de réduire tout ça pour en permettre de fluidifier le fonctionnement et d'aboutir à un dialogue social du 21e siècle, un dialogue social moderne. Voilà. Eh bien, on s'aperçoit que de moderne, on risque d'avoir plutôt un choc de complexification et non pas du tout un choc de simplification comme le veut cette loi. Pourquoi est-ce qu'on va avoir un choc de complexification de notre point de vue? Il y a plusieurs éléments qui permettent d'étayer ça. Pour cela, on peut prendre quelques exemples. Imaginons une entreprise X qui a, par exemple, 4 établissements en France. Imaginons que dans le premier établissement, eh bien, il y a un accord majoritaire qui soit signé entre la direction et les représentants du personnel et qui permette de fusionner le CE avec 3 CHSCT, voilà, qui seront fusionnés, et que dans cette instance unique qui sera donc créée demain, eh bien, on délègue une partie seulement des missions des CHSCT à une commission ad hoc, la commission HSCT. Et puis il y a un deuxième établissement qui lui n'a pas réussi à trouver d'accord, donc il n'y aura pas d'accord majoritaire, et donc on aura toujours des DP, des CHSCT, admettons 3, et puis un CE. Et puis il y a un troisième établissement qui lui a réussi à avoir un accord qui concerne toutes les instances, qui va les regrouper dans une instance unique. Voilà, le CE, les CHSCT et les DP. Par contre, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord, il n'y aura pas de commission à qui on déléguera tout ou partie des missions. Donc on aura un regroupement des instances. Et puis il y a un quatrième établissement qui lui regroupe les CHSCT avec les DP. Voilà. Mais cette fois-ci, le CE est exclu parce qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord. On n'a pas réussi à se mettre d'accord, par exemple, sur les chèques restaurants. Je dis n'importe quoi. Ça n'a pas permis de déboucher sur un accord, donc on ne regroupe que les CHSCT et les DP. Eh bien, vous voyez que dans cette entreprise, on va être confronté à une grande diversité de cas. Voilà. On aura tantôt un regroupement de toutes les instances, tantôt un regroupement d'une partie des instances, tantôt la création d'une commission à laquelle on aura délégué seulement une partie des missions des CHSCT. Et on se demande bien où est la lisibilité dans tout ça et où est la simplicité dans le fonctionnement demain des instances représentatives du personnel. Et encore, je ne vous parle pas du fait que la loi offre la possibilité d'organiser des réunions en vidéoconférence. Imaginons par exemple demain qu'autour de la table, on ait le CE, le CHSCT, puis la commission qui aura été créée, et puis les DP. Moi, je ne sais pas demain comment l'employeur va organiser la réunion, d'autant plus si elle est faite en vidéoconférence. Comment vont s'organiser les prises de parole? Qui va prendre la parole en premier? Comment va se définir l'ordre du jour? Tout ça est une grande inconnue et on a du mal à voir comment ça va fonctionner et comment ça va aboutir à une simplification du dialogue. Et on risque d'avoir au contraire des créations de commissions à côté parce qu'il faudra bien scinder la parole sur les conditions de travail, de la parole sur les questions économiques. À un moment donné, c'est peut-être bien de vouloir regrouper, mais on verra que
immanquablement, on sera confronté à cette question de la division de la parole, ne serait-ce que pour organiser des réunions qui fonctionnent bien. La deuxième problématique sur laquelle je voudrais revenir maintenant, c'est celle du cumul des mandats. Et c'est un peu anachronique de vous expliquer ça à un moment donné où les gouvernements successifs font de la problématique du cumul des mandats un axe important de revendication en disant mais eux, les élus politiques, il faut qu'ils arrêtent avec le cumul des mandats. Et bien là, on voit qu'avec l'extension de la DUP, notamment aux entreprises de moins de 300 salariés, on va avoir le cumul des mandats pour les élus, puisqu'ils auront un mandat CHSCT, un mandat DP, un mandat CE. Et on voit bien que la tentation qu'il y a à regrouper pour les entreprises de plus de 300 salariés, c'est également ce cumul des mandats, c'est-à-dire une personne unique qui a toutes les prérogatives en son sein. D'ailleurs, ça va être un peu le Superman demain de la représentation du personnel. La troisième problématique sur laquelle je voudrais maintenant revenir, c'est le fait que le projet de loi est complètement sourd, en tout cas ne donne aucun élément sur les moyens des représentants du personnel. Et ça, c'est quand même un recul important. Vous savez qu'auparavant, les moyens étaient définis par la loi, donc relevés du niveau législatif après débat au niveau du Parlement. Et demain, les moyens vont descendre d'un niveau et seront définis par des décrets en Conseil d'État. Donc c'est un recul important qui est à souligner, d'autant plus que la problématique des moyens avait fait l'objet d'accroches sérieuses entre le patronat et les organisations syndicales, puisque le patronat, lors des négociations, avait des velléités de réduire les moyens sur 4 axes, notamment les moyens, la réduction des domaines d'information-consultation, notamment ce qui a ouvert des perspectives dans ce projet de loi en rationalisant les processus de consultation du CE en les ramenant de 17 consultations à 3 grandes chambres de consultation. Il y avait également des velléités de réduire les moyens en termes de nombre de représentants du personnel et en termes de nombre d'heures de délégation. Il y avait également des velléités de réduire le droit à expertise et puis de réduire la contribution financière de l'entreprise pour le CE. Alors sur un certain nombre d'aspects, le projet de loi a permis de mettre un peu plus d'eau dans le vin, si je puis parler. Par contre, pour tout ce qui est du nombre de représentants et du nombre d'heures de délégation, il n'y a aucun élément concret qui est apporté dans ce projet de loi, et tout ça est renvoyé à un décret en Conseil d'État avec un risque de réduction sérieuse du nombre de représentants du personnel et du nombre d'heures de délégation. Et ça, c'est quand même problématique, notamment dans une perspective de regroupement et de cumul des mandats que j'ai exprimé tout à l'heure. On risque d'avoir donc moins de représentants du personnel, moins d'heures pour exercer ses prérogatives. Et enfin, je voudrais vous exposer la dernière problématique, qui est celle, une problématique très importante, du dessaisissement des capacités locales d'action des CHSCT, donc au plus proche du terrain. Vous savez que ces capacités d'action locale avaient été introduites par les lois Auroux en 1982 en permettant aux CHSCT d'agir sur les problématiques de conditions de travail au plus proche des réalités du travail. Et bien là, on s'aperçoit notamment sur les processus d'infoconsulte que les CHSCT locaux sont dessaisis de toute la problématique, donc tout le processus d'infoconsulte qui remonte à l'instance temporaire de coordination, à l'instance la plus haute, et que demain le CHSCT ne sera informé et consulté en local que sur les mesures d'adaptation, et encore il faudra que ces mesures d'adaptation le concernent seules, parce qu'à partir du moment où on aura des mesures d'adaptation qui concerneront 2 CHSCT, eh bien cela remontera directement à l'instance temporaire de coordination s'il y en a une. Et donc ça c'est véritablement un recul important que permet cette loi par rapport aux dispositions de 1982. Je voudrais maintenant terminer par un certain nombre d'enjeux qui ne sont pour le coup pas traités par ce projet de loi. Notamment, ce projet de loi fait le constat qu'il y a des problèmes d'articulation entre les différentes instances, notamment les instances CHSCT, CE, DP, mais également les instances CCE. En réalité, la problématique qui se pose pour les représentants du personnel, c'est de bien pouvoir articuler entre elles les problématiques de travail avec les problématiques d'emploi, notamment les problématiques du CHSCT et du CE. On n'est pas du tout sûr que c'est par un regroupement des instances ou par une fusion de ces instances pour les entreprises de moins de 300 salariés qu'on permettra véritablement de bien articuler ces différentes dimensions entre elles, notamment si on ne traite pas les différents enjeux que je vais exposer. De notre point de vue, pour permettre de résoudre cette tension et ces problématiques d'articulation, il faut résoudre un enjeu de formation. Or, le projet de loi est complètement
n'apporte aucun élément précis, en tout cas ne revient pas sur cet enjeu de formation, n'ouvre pas de droits nouveaux aux représentants du personnel pour faire vivre véritablement le fonctionnement des instances représentatives du personnel. Il y a également un enjeu de renforcement de la présence des représentants du personnel dans les organes de gouvernance des entreprises. Ça, c'est également important pour permettre d'articuler les prises de décision stratégiques au niveau le plus élevé jusqu'aux enjeux du travail au niveau le plus fin. Et donc là, sur cet aspect-là, le projet de loi n'apporte aucun élément nouveau. Et puis enfin, il y a l'enjeu que j'ai déjà exposé tout à l'heure, d'heures de délégation et de nombre de représentants du personnel, parce qu'il est évident que sans moyens, sans représentants du personnel et sans heures suffisantes, eh bien cette problématique, cet enjeu d'articulation ne pourra pas véritablement se faire quand bien même on aura regroupé ou fusionné ces instances. Donc vous voyez que les enjeux et les problèmes soulevés par ce projet de loi sont nombreux. Et puis on a essayé de vous les présenter et on reviendra sans doute vers vous dans d'autres vidéos au gré des discussions qui vont s'ouvrir au Parlement. Je vous remercie.